Nouvelle émission. Émission Boubès. La diaspora reprend la parole sur Sud FM. Tous les samedis de 19h à 20h, place à la diaspora. Veillée d'armes dans l'état-major politique en France, scrutin à l'issue très incertaine. Scrutin sous très haute sécurité aussi en raison de la menace terroriste. Sud FM vous donne le mode d'emploi de cette élection présidentielle avec des représentants de candidats qui caressent le rêve de voir leur candidat se qualifier pour le second. Dans ce numéro spécial Parole à la diaspora, Abdoulaye Cissé reçoit tour à tour Dr Seydou Kanté, fondateur de l'Institut africain de la géopolitique et soutien actif d'Emmanuel Macron. À sa suite, Sud FM déroule avec Sonia Rabotonso, docteur en pharmacie et secrétaire nationale à l'engagement citoyen du parti Les Républicains et membre du staff de campagne du candidat François Fillon. Un seul leitmotiv pour tous, convaincre jusqu'au bout, chaque voix compte. Le débat africain de la présidentielle française, c'est donc Parole à la diaspora sur Sud FM Sen Radio avec Abdoulaye Cissé. Abdoulaye Cissé déroule avec nos compatriotes de l'étranger qui s'illustrent chacun dans son domaine. Leader d'opinion, Intellectuel, artiste, homme politique, mouvement associatif basé à l'étranger, vous retrouverez votre place sur Sud FM. Place à la diaspora, c'est tous les samedis de 19h à 20h sur Sud FM. Place à la diaspora, une émission présentée par Abdoulaye Cissé. Place à la diaspora, une nouvelle émission que vous propose Sud FM Sen Radio tous les samedis de 19h à 20h. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous encore une fois dans le cadre de notre série d'interviews à l'occasion de cette édition spéciale consacrée à l'élection présidentielle en France, le premier tour qui a lieu ce dimanche 23 avril. 11 candidats sont en lice, je ne vais pas tous les citer bien entendu, mais en tout cas de l'avis de spécialistes et de tous les sondages, 4 candidats se détachent. Je les cite juste de mémoire, pas dans l'ordre bien sûr d'arrivée. Il s'agit de Marine Le Pen, candidate bleu marine, François Fillon, candidat Les Républicains, de Emmanuel Macron, candidat du mouvement politique En Marche, et de Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise. J'ai le plaisir de recevoir à cet instant Sonia Rabotonso, qui est secrétaire national Les Républicains, secrétaire national à l'engagement citoyen, par ailleurs docteur en pharmacie. Sonia, merci d'être avec nous à cet instant. Bonsoir Abdoulaye, bonsoir à tous. Merci à vous de m'avoir invité pour cette fin de campagne et pour discuter des sujets qui vous intéressent. Alors, cette fin de campagne a été quand même un peu marquée et perturbée par un incident, notamment l'attentat qui a eu lieu sur les Champs-Élysées le soir du jeudi et qui a endeuillé la France. Je rappelle quand même qu'un policier a été tué, l'assaillant abattu. À l'heure où nous parlons, l'enquête est en cours, les services de renseignement essayent d'établir d'éventuelles complicités. Toujours est-il que cette fin de campagne a été perturbée et votre candidat, entre autres, a même décidé de suspendre sa campagne pour ce dernier jour. J'imagine que dans les états-majors, en général, on met le paquet sur un dernier jour de campagne. Dans quel état d'esprit vous avez vécu cet incident ? Alors, déjà, avec une profonde tristesse, et j'aimerais rendre hommage au policier qui a été assassiné lors de cet assaut, lors de cette attaque. Après, les choses sont évidentes de notre côté. Quand il y a quelque chose d'aussi grave, de modifier en tout cas ce qui a été prévu par respect et en hommage à la victime. Également, on pense aux policiers blessés, puisqu'il y a des policiers blessés, 1 ou 2, je n'ai plus exactement le chiffre. Et également, je crois, une femme touriste. Voilà, donc une pensée émue aux familles qui ont dû être choquées, aux personnes qui ont assisté aussi à la scène. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que François Fillon, le candidat Les Républicains, que je soutiens, est le seul qui, dès le début, a martelé qu'il fallait combattre
le terrorisme islamiste. Et donc là, c'est d'autant plus flagrant, bien sûr, que c'est quelque chose qui fait peur, mais aussi il faut agir. Et il a toujours dit que la sécurité est la première des libertés. Donc ça, c'est très important également à souligner. Il y avait quand même deux façons de voir les choses à la suite de cet incident. Ceux qui disent qu'il faut se montrer fort, il faut montrer qu'on ne cède pas à la peur, à la panique et continuer cette campagne. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, qui est un de vos concurrents et qui n'a rien modifié à son programme, même s'il n'avait pas prévu de grands meetings. Il a continué ses rencontres avec les insoumis, comme il l'appelle. François Fillon et d'autres candidats ont décidé, pour honorer la mémoire de ce policier, de suspendre. Vous pensez que c'était la décision la plus judicieuse, de suspendre toute activité ? Je ne pense pas qu'il ait suspendu toute activité. En tout cas, il a modifié la journée. Voilà, il a modifié la journée. Et c'est une décision qui est respectable, étant donné la gravité de la situation. Après, pour les autres candidats, ça n'engage que leurs entourages et eux-mêmes. Nous, c'était le choix du candidat, donc on le respecte et on le trouve logique par rapport à la gravité de la situation. Sonia, vous avez vécu de près cette campagne électorale. Vous l'avez vécu certainement avec gravité, avec tension par moment. On a quand même en souvenir que votre candidat a beaucoup souffert des affaires. Est-ce que, au bout du compte, est-ce que vous pensez quand même que François Fillon a tenu parce qu'il ne se sent coupable de rien ou parce qu'il a tenu parce qu'il s'est dit « je suis le seul recours à droite » ? Alors, après, lui pourra répondre mieux que moi, parce que là, vous me faites parler à sa place, mais déjà, ce qui était clair pour nous, c'est que nous avions donc validé, tous les uns et les autres, les statuts des primaires, même si au départ, ce n'était pas tout à fait le choix de tout le monde, mais voilà, il y a des statuts, les primaires étaient décidées. Il a été décidé de soutenir le candidat qui sortait des urnes. Et là, donc, François Fillon est sorti largement vainqueur le soir du deuxième tour des primaires. Les deux principaux protagonistes qui sont Nicolas Sarkozy, que j'ai soutenu, et Alain Juppé ont, le soir même, donné en fait les consignes de vote pour le candidat issu des primaires. Après, il s'est passé maintenant bientôt 3 mois, 2 mois et demi, avec des difficultés par rapport aux affaires. Le candidat a tenu, et ce qu'on retient aujourd'hui, c'est qu'on a découvert un candidat très solide. Et on se dit que pour affronter en fait tout ce qui se passe dans le monde, avec Donald Trump qui a été élu aux États-Unis, avec Vladimir Poutine qui défend aussi son pays, et puis tout ce qui se passe par rapport au terrorisme, c'est quelqu'un de solide qu'il nous faut. C'est quelqu'un qui ne flanchera pas face aux difficultés, que ce soit pour l'extérieur d'ailleurs, pour l'international ou pour le pays lui-même, puisque pas mal de choses sont à redresser également. Qu'est-ce qui peut vous faire croire que François Fillon est le candidat le plus solide sur le plan de la stature internationale ? D'abord, son expérience. C'est quelqu'un qui a plus de 30 ans d'expérience et qui a été pendant 5 ans Premier ministre avec donc la présidence de Nicolas Sarkozy. Donc c'est quelqu'un qui a côtoyé les grands de ce monde et qui a pu échanger, discuter avec acharnement parfois avec eux. Donc ça, c'est déjà une légitimité. Mais pour les Français, vous savez, on lui a beaucoup reproché quand même cette affaire. On va y revenir. Bon, on est en fin de campagne, bien entendu. Mais est-ce que vous pensez que c'est de nature à décider les Français pour ne pas voter pour François Fillon, le sanctionner ? J'imagine que vous soutenez sa campagne. Pour vous, il devrait passer. Mais est-ce que vous pensez quand même que c'est un écueil qu'il traîne encore et qui peut lui coûter des voix ? Je peux comprendre parce que nous-mêmes, on a été ébranlés. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous dire le contraire. Tout le monde a été ébranlé. Je peux comprendre les personnes qui
sont interrogatives ou qui sont frustrées ou fâchées. Mais quand on réfléchit, il s'agit de quelque chose qui ne sort pas de la légalité. La question que les gens peuvent se poser, c'est de savoir est-ce que son épouse a travaillé ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a, pour avoir effectivement côtoyé des élus, des personnes sur le terrain, il y a, je pense, des assistants parlementaires qui vont badger et qui vont aller à l'Assemblée nationale à des heures précises pour préparer des textes de loi, pour organiser des rendez-vous, etc. Et puis, vous avez aussi certainement des personnes qui assistent des élus d'une autre manière. Par exemple, si l'épouse du candidat était en train de faire ses courses et qu'une maman vient la voir pour la solliciter par rapport, je donne le premier exemple qui me vient en tête, de trouver une place en crèche pour son enfant, je pense que cette femme n'aurait pas dit je suis en train de faire mes courses, voilà, je travaille plus. Donc, elle allait prendre ses coordonnées et puis ensuite reporter cette demande à son époux. Donc, c'est quelque chose qui, je pense aussi, est une forme d'assistance. C'est pas, je pense, c'est certain même. Il n'y a pas juste une sorte d'assistance à un élu. Il y a plusieurs sortes. Donc, voilà, pour moi, c'est normal que les personnes s'interrogent et c'est normal que les personnes soient, comment on va dire, parfois frustrées ou fâchées, même parfois pour certaines personnes, ou déçues. Mais quand les personnes ont réfléchi, je pense, après quelques semaines, on est quand même très étonné de voir la cadence avec laquelle les affaires sortent. On se dit que si effectivement ces choses-là se savaient déjà, pourquoi 2 mois avant une élection? Donc, quand les gens ont digéré l'histoire et quand ils ont réfléchi sur le sujet, ils se disent, voilà, il y a certainement quelque chose qu'on aurait pu faire autrement. On peut se poser la question aujourd'hui de savoir, il y a des gens qui se posent la question de savoir si on peut continuer à travailler avec des proches. Mais moi, j'ai envie de vous dire, qui d'autre qu'un époux ou qu'une épouse est le plus proche et une personne sur laquelle vous pouvez compter. Quand vous avez des dossiers importants ou des choses confidentielles, la personne sur qui vous pouvez vous reposer, c'est pas une personne lambda, c'est la personne qui est à vos côtés matin, midi, soir. Et j'allais même pousser un peu plus loin. La nuit, parfois, des époux peuvent se réveiller et dire « Attends, tu as pensé à telle chose parce qu'il y a telle ou telle… » Donc, tout ça pour vous dire que oui, je comprends effectivement la position des personnes et pourquoi elles peuvent être ébranlées, mais je pense que c'est la raison qui l'emportera, en tout cas, je l'espère, qui l'emportera, puisque les gens comprendront que effectivement, il y a aussi des zones d'ombre sur l'arrivée sur le tapis, on va dire, de cette affaire. Sonia, il est que les Français s'interrogent beaucoup sur les capacités de François Fillon en se disant, mais il a été Premier ministre, il n'était certainement pas décideur, mais pourquoi ce qu'il propose, ça n'a pas été fait sous le règne de Nicolas Sarkozy? Il se trouve aussi que des candidats qui ne sont pas du sérail, si on peut dire, notamment Emmanuel Macron, qui est un de vos principaux concurrents. On remarque d'ailleurs que François Fillon, ces derniers jours, tape beaucoup sur Emmanuel Macron. Est-ce que dans votre camp, vous vous dites, ce sera Fillon ou Macron? Est-ce que c'est ça qui justifie que François Fillon a durci le ton quand même vis-à-vis de François Fillon? Je vais quand même compléter un peu la question. Pourquoi les Français devraient faire confiance à François Fillon pour faire ce qu'il n'a pas fait 5 ans qu'il était Premier ministre? Alors, pour la partie où il était Premier ministre, j'aimerais rappeler qu'en 2008, on a subi une crise très très grave, très très bien gérée d'ailleurs par le tandem Nicolas Sarkozy et François Fillon, puisque si aujourd'hui on a un peu oublié, si les personnes ont oublié aujourd'hui la difficulté qu'il y a pu avoir à cette époque, c'est parce que la gestion a été bonne. Et ce qui certainement aussi a empêché, n'a pas permis, plutôt je devrais dire, n'a pas permis l'application de tout ce qui était projeté. Donc ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, pourquoi aujourd'hui les personnes devraient avoir confiance en lui, c'est que depuis 3 ans, bientôt 4 ans maintenant, François Fillon a fait un tour de France pour discuter, échanger avec les Français tout simplement, avec des personnes de la société civile, avec tout un chacun, pour avoir leur ressenti, leur vie quotidienne, leurs espoirs, leurs craintes. Il a échangé avec eux et en fait, il a de cette manière pu organiser ce qu'on va appeler des comités de soutien. Il y en a environ 2500 différents et ces comités de soutien continuent à travailler donc depuis presque 3 ans et demi ou 4 ans maintenant sur des thématiques de la vie quotidienne, donc différentes thématiques de toutes sortes. Et ces thématiques, en fait, ont donné naissance à 400 mesures qui servent de socle au projet du candidat. Et c'est ce projet-là qu'il porte aujourd'hui. Et c'est un projet, en fait, qui est solide également, parce que construit avec la société civile. Et d'ailleurs, j'aimerais rajouter que la société civile qui s'est organisée en Conseil national de la société civile a décidé, si le candidat est élu, de continuer en fait à travailler sur, pas surveillance, j'aime pas ce mot, mais pour savoir si ce qui a été projeté est bien été réalisé, et puis faire des points d'étape, savoir ce qui reste à faire, ce qui a été fait, ce qui n'est pas correctement fait, le corriger, etc. Donc il travaillera, ce pôle société civile, en tandem, en partenariat avec François Fillon, s'il est élu président de la République. Est-ce que vous êtes satisfait aujourd'hui du positionnement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé? Ils ont beaucoup quand même tardé à soutenir ou à s'afficher avec François Fillon, qui est sorti vainqueur quand même de la primaire de la droite et du centre, mais ils ont beaucoup tardé à s'afficher avec lui. Abdoulaye, je ne peux pas vous laisser dire qu'ils ont beaucoup tardé à s'afficher. Si, quand même, les premières images de François Fillon, Alain Juppé ne datent que d'il y a 2-3 jours, pas avant. Je voudrais juste vous rappeler que le 21 novembre, si je ne me trompe pas, le soir du deuxième tour, Nicolas Sarkozy, très peu de temps après l'affichage des résultats, a fait une conférence de presse en portant entièrement son choix sur le candidat élu issu des primaires Les Républicains, qui est François Fillon. Il en est de même pour Alain Juppé. Après, il s'est passé donc des périodes difficiles, mais ce que j'aimerais dire, c'est que nous avons toujours été dans le rassemblement. Notre famille aujourd'hui, contrairement à la gauche, n'est pas divisée complètement. Quand je vois de l'autre côté que Benoît Hamon n'est pas soutenu par Manuel Valls, je me dis que le respect des statuts des primaires est un peu compliqué, ce qui n'est pas le cas chez nous. Et François Fillon a quand même été lâché par son directeur de campagne, par Bruno Le Maire, qui était quand même un des candidats dans cette primaire de la droite et du centre, qui ont lâché quand même à un moment donné et qui ne sont pas revenus dans la dynamique qui porte aujourd'hui François Fillon. Je peux comprendre. Il y a des personnes, vous savez, quand il y a des difficultés, en fonction des personnalités, les gens ne réagissent pas de la même manière. Ce que je peux vous dire, c'est que s'ils sont partis, voilà, peut-être qu'ils le regretteront, mais ils ont certainement leurs raisons. Je ne peux pas me mettre à leur place. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont restées. Il y en a qui sont certainement revenus aussi, après quelques jours de doute, après certainement des explications avec le candidat et des éclaircissements sur des points qui les ont inquiétés, sont revenus. Donc moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que notre famille politique est réunie, donc la droite et le centre, sont réunis autour de François Fillon. Bien sûr qu'il y a des personnalités qui sont parties parce que c'était une période très difficile, c'était comme une mini-tornade, on va dire. Donc il y a des personnes qui n'ont pas résisté ou qui avaient d'autres choix à faire. Voilà, c'est le leur, mais en tout cas, nous sommes là. Mesdames, Messieurs, je rappelle que nous recevons à l'instant précis Sonia Rabotonzon, qui est secrétaire nationale à l'engagement citoyen dans le parti Les Républicains, du candidat François Fillon. Sonia, dites-nous, qu'est-ce que vous imaginez au soir du 23 avril? Est-ce que vous vous dites, pour François Fillon,
le mieux, ce sera d'arriver en tête ou l'essentiel, c'est juste de se qualifier pour le deuxième tour? Qu'est-ce que vous visez réellement? C'est une question difficile, encore une fois. Moi, je ne lis pas dans les boules de cristal. Aujourd'hui, personne, surtout cette année en particulier, personne ne peut savoir qui va sortir premier et deuxième du quatuor, on va dire. Et encore, je ne devrais pas dire ça. Peut-être même que ça ne sera pas dans les quatuors. Et personne ne peut le savoir aujourd'hui. En revanche, nous, ce qu'on espère, c'est que les gens, en tout cas sur les dernières heures qui restent avant le vote, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, aillent consulter le projet, puisqu'il y a de très, très belles choses. Ce que je peux vous dire, c'est que le projet s'appuie sur trois piliers principaux. Le projet du candidat Fillon, sur la liberté, sur la protection et sur la réconciliation. Quand vous parlez de protection, vous parlez de sécurité, c'est ça? Alors, pas uniquement. La protection, ça peut être la protection du plus faible, ça peut être d'abord la sécurité, puisque je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première des libertés, mais pas que. Ça peut revêtir plusieurs formes. Alors, on va quand même évoquer le rapport à l'Afrique. Vous représentez un candidat qui a forcément un rapport à l'Afrique pour avoir été aux affaires depuis de longues années. Je crois que c'est le candidat quand même qui a le plus d'expérience, d'engagement en tout cas au niveau étatique et politique depuis 32 ans quand même. Je crois que son engagement date d'il y a 32 ans, peut-être même un peu plus. Alors, quel est son rapport à l'Afrique à François Fillon? Comment est-ce que lui envisage le positionnement de la France dans ce rapport à l'Afrique? Alors, je vous rappelle, tout à l'heure, j'ai entendu qu'il n'est pas allé en Afrique, mais il a été au Mali. C'est vrai que ça fait quelques semaines, donc on l'a peut-être oublié, mais je le rappelle quand même. Après, au niveau du rapport du candidat François Fillon à l'Afrique, c'est un rapport qui est, on va dire, avec un projet innovant. C'est un partenariat innovant qu'il souhaite faire avec l'Afrique. Aujourd'hui, il y a 450 millions de personnes en Europe. Ce chiffre va, on va dire, stagner selon les prévisions. Et en 2050, la population africaine passera de 900 millions à 1,9 milliard. Et ça, c'est une perspective immense, que ce soit pour le continent africain lui-même ou pour la France et l'Europe. Le candidat souhaite avoir un partenariat innovant avec l'Afrique dans le sens où il y a également trois axes principaux. Le premier axe, c'est la défense. Essayer d'aider, accompagner l'Afrique à gérer elle-même sa défense. Mais la France sera toujours là, bien sûr, si un pays le lui demande, comme c'était le cas avec le Mali. Le deuxième pilier, c'est le pilier le plus important, c'est le volet économique. Et je pense que le partenariat innovant qu'il propose sera bénéfique et pour le continent africain et pour la France et l'Europe. Pourquoi? Parce que ça sera sous forme d'un contrat avec les entreprises, faire en sorte qu'il y ait un tissu entrepreneurial très important sur le continent africain avec lequel les entrepreneurs français pourront échanger, travailler. Et de cette manière, vous allez avoir des opportunités de travail pour les Africains sur place, sur le continent. Et de cette manière également, le candidat, s'il est élu président, va pouvoir... On parlait tout à l'heure de contenir l'immigration, mais contenir l'immigration, ce n'est pas une fin en soi. Il faut en fait accueillir les personnes qu'on peut accueillir bien. Quand vous recevez chez vous, vous n'allez pas faire entrer 1000 personnes dans votre appartement si c'est un appartement qui fait 50 mètres carrés. Je vous donne juste l'exemple qui me vient en tête, mais essayez de les accueillir au mieux. Donc, c'est pour ça qu'il propose ça, mais aussi, surtout, son objectif et son but, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse se développer. Il n'y a aucune raison que l'Afrique, avec un tel potentiel humain, ne puisse pas y arriver. Donc, l'accompagner dans ce sens, c'est son objectif. Et puis, troisième point, c'est un point culturel par rapport à l'Afrique. C'est dans les projets, en tout cas, des Républicains, qui, j'espère, ils se l'appropriera. C'est de créer un Erasmus africain
de créer un visa francophone. Alors là, il amendera certainement, mais c'est en tout cas dans le projet du parti. Donc il y a un visa francophone qui sera valable 5 ans pour des personnes qui n'ont pas de problème avec la justice, des chercheurs, des entrepreneurs, des artistes qui puissent échanger librement avec la France et l'Europe. Et puis un dernier élément qui, j'espère également, pourra voir le jour et sera retenu, c'est la Maison de l'Afrique à Paris, comme il peut exister aujourd'hui au Royaume-Uni et qui est en prévision, en préparation, je n'ai pas la date exacte, mais pour New York. Donc cette maison qui pourra accueillir des colloques autour de l'Afrique ou qui pourra accueillir des événements, en tout cas autour de l'Afrique, pour mettre en valeur le continent ici en France. Et l'idée, c'est également que la France prenne le leadership en fait de ce grand plan Marshall au niveau européen par rapport à l'Afrique, étant donné l'histoire commune du continent et du pays. Est-ce que tout ça n'est pas articulé quand même autour d'une politique d'immigration assez austère qui finalement facilite le parallèle avec la politique d'immigration du Front National qui, disons-le, est très anti-immigration? Est-ce que ce n'est pas ça qui facilite quand même le parallèle de fermeture de frontières qui transparaît entre les lignes sur ce plan proposé par François Fillon? Non, je crois qu'il est très, très pragmatique. Vous savez, François Fillon, c'est quelqu'un de pragmatique et aux Républicains, on l'est aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai rejoint ce parti, puisqu'il n'y a pas de choses qu'on essaye de vous camoufler. Voilà, on dit les choses, on dit comment elles sont et ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas inventer des choses et promettre alors qu'on ne peut pas les tenir. Et ce qui nous différencie du Front National, c'est d'avoir un projet parallèle pour l'Afrique et pour le bien du continent africain. C'est pas juste on dit voilà on ferme les frontières et plus personne ne bouge. C'est pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, on essaye d'accueillir au mieux le nombre qui est possible d'accueillir, mais en parallèle le vrai objectif c'est de faire en sorte que tout le monde aille et évolue dans le bon sens. Vous savez, la France, et on va quand même évoquer la situation de la France, notamment les enjeux de développement, l'emploi des jeunes, la précarité. Sur ces aspects-là, est-ce que François Fillon développe réellement une politique qui va quand même sortir les banlieues françaises de leur situation de précarité, les cités? On sait aussi qu'il a une politique assez offensive quand même sur tout ce qui est sécurité, notamment dans ces quartiers difficiles. Alors oui, la sécurité, comme je disais tout à l'heure, c'est un sujet important, mais pas que. Vous parlez des jeunes tout à l'heure. François Fillon est le seul candidat qui propose que l'auto-entrepreneuriat puisse se démarrer à 16 ans. 16 ans, c'est jeune, et en même temps, ça donne une belle perspective pour ceux qui ont des idées, quelles que soient leurs origines et quel que soit le quartier qu'ils habitent. Ils auront, s'il est élu président de la République, la possibilité de mettre en œuvre une idée qu'ils ont, une idée valable, qu'ils pourront porter en tant que chef d'entreprise à 16 ans. Donc ça, c'est quelque chose de très positif aussi. Peut-être qu'on n'en a pas assez parlé à cause de ce qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est un point qui mérite également d'être scruté pour les quelques heures avant dimanche. Sonia Rabotozo est secrétaire nationale à l'engagement citoyen dans le parti Les Républicains. Sonia, dites-nous, dimanche, quand sur les écrans de télévision vont s'afficher les deux visages qui seront qualifiés au second tour, sincèrement, vous imaginez quoi à l'heure où nous parlons? Est-ce que vous pensez quand même que malgré tout ce qui s'est passé, en dépit des affaires, des problèmes qui ont perturbé la campagne de François Fillon, malgré tout ça, que votre candidat François Fillon y sera quand même? Et est-ce que vous avez une préférence? Avec qui? À qui préférez-vous faire face au deuxième tour si jamais vous devrez vous qualifier? Encore une fois, une question difficile, mais je vous fais confiance, Abdoulaye. Non, j'ai vraiment aucune... je ne pourrais pas vous dire qui, contre qui, etc. Je fais confiance aux Français. Le vote des Français... c'est celui qui va légitimer les deux personnes qui vont sortir de cette élection du premier tour.
Moi, j'ai juste un espoir. Mais encore une fois, ce n'est pas une boule de cristal. Mon espoir, c'est que notre candidat se retrouve au deuxième tour. Après, face à qui, peu importe, j'ai envie de dire, premier, deuxième, peu importe également. L'idée, c'est qu'on puisse être qualifié pour pouvoir ensuite préparer 2 semaines pour la suite. Mais je ne peux pas me substituer au vote des millions de Français qui vont se rendre aux urnes dimanche. Ce que je peux juste dire, c'est qu'il faut qu'ils fassent confiance à la raison, ne pas se laisser emporter par encore des choses qui peuvent persister, mais vraiment aller voir le projet dans le détail et voir ce qui peut être bénéfique pour redresser le pays. J'espère que ceux qui nous écoutent ont pu tirer profit, ont pu comprendre aussi les enjeux de cette élection, ont pu comprendre l'enjeu programmatique de votre candidat François Fillon, candidat Les Républicains, qui fait face à 10 autres candidats dans cette élection présidentielle. On l'avait dit en propos liminaire, jamais de mémoire d'observateur de la scène politique, une élection n'a paru aussi indécise. En tout cas, on ne peut même pas tirer du chapeau les 3 dont on est sûr que parmi lesquels les 2 qualifiés sortiront. Donc on attendra bien sûr les résultats sondages sortis bureau de vote qui vont rythmer cette journée du dimanche. Sonia, on va prendre quand même l'engagement, comme on l'a fait avec nos autres interlocuteurs qui représentent certains candidats, notamment du candidat Benoît Hamon, du candidat Emmanuel Macron, qu'au second tour, on se retrouve et on organise le débat africain du second tour. On prend l'engagement ensemble? Moi, j'ai envie de vous dire que si je réponds oui, ça veut dire que notre candidat sera qualifié. C'est mon souhait, encore une fois. Et s'il est qualifié, il n'y a aucun problème, je serai présente. Sonia, merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir éclairé un tant soit peu les auditeurs qui nous écoutent et d'avoir participé quand même à animer ce débat dans le cadre des éditions spéciales que nous consacrons à cette élection présidentielle française. Je rappelle quand même que 11 candidats sont en lice et on attendra bien sûr dimanche, 20h heure de Paris, pour savoir quels sont les 2 candidats qui seront qualifiés pour le second tour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nouvelle émission. Émission Boubès. La diaspora reprend la parole sur Sud FM. Tous les samedis de 19h à 20h, place à la diaspora. Abdoulaye Cissé déroule avec nos compatriotes de l'étranger qui s'illustrent chacun dans son domaine. Leaders d'opinion, Intellectuels, artistes, hommes politiques, mouvements associatifs basés à l'étranger, vous retrouverez votre place sur Sud FM. Place à la diaspora, c'est tous les samedis de 19h à 20h sur Sud FM. Place à la diaspora, une émission présentée par Abdoulaye Cissé. Place à la diaspora, une nouvelle émission que vous propose Sud FM Sen Radio tous les samedis de 19h à 20h.